Bonjour, je m'appelle Alain Fougas, j'ai 55 ans. J'ai créé depuis 20 ans différentes sociétés dans des domaines aussi différents que les travaux publics, l'import-export et l'immobilier. Depuis une dizaine d'années, je rencontre des dysfonctionnements importants dans les procédures judiciaires que je mène contre certains francs-maçons. C'est ce que je vais vous expliquer sur deux vidéos. Dans la première vidéo, je vais vous parler des problèmes que je rencontre avec Roger Trébuchon et certains de mes avocats qui ont œuvré contre moi. Dans la deuxième vidéo, je vous raconterai les problèmes que je rencontre avec la magistrature et certaines administrations. Dans cette vidéo, mes dossiers débutent en 2005 lorsque je rachète à Roger Trébuchon, un entrepreneur lozérien, le fonds de commerce d'une de ses sociétés pour 1 euro. Sa société perdait 1,5 million d'euros. Je l'ai redressé, rendu rentable et vendu au groupe Vinci Construction France en 2009. J'aurais dû alors avoir une retraite paisible, faite de voyages et de plongées sous-marines, mais c'était sans compter sur des membres corrompus de la franc-maçonnerie montpelliéraine qui rôdaient tels des hyènes autour de mes sociétés. Je parle ici de Roger Trébuchon, de son fils Sébastien Trébuchon, d'une partie de mes propres avocats qui ont œuvré contre moi, que je vais nommer, également du groupe Vinci Construction France, d'experts judiciaires corrompus, de magistrats, de hauts fonctionnaires, tous francs-maçons qui sont intervenus dans mes affaires de façon malveillante afin d'aider leurs frères en difficulté dans ces mêmes affaires. Heureusement, j'ai rencontré également des avocats et des magistrats intègres et courageux qui m'ont permis sur les 10 dernières années de faire face aux malversations de leurs confrères corrompus et de continuer encore à ce jour à me battre contre eux et leur foutue confraternité qui fait tant de mal aux profanes, ceux qui ne font pas partie de la franc-maçonnerie et qui ne peuvent imaginer, sans l'avoir vécu, les multiples ramifications existantes dans le système judiciaire aux mains des frères et sœurs francs-maçons corrompus. Je ne dis pas que toute la franc-maçonnerie est corrompue. Il faut peut-être envisager qu'il y en ait d'intègres, il y en a sûrement d'intègres. Mais la corruption régnant dans les loges et cercles en tout genre, tel le fameux cercle Mozart à Montpellier, elle y prospère à grande échelle, de façon systématique, et ce, grâce à leur serment d'entraide mutuelle, obligatoire, qu'ils se doivent en toutes circonstances, y compris contre les lois de la République. Entre frères et sœurs, c'est ainsi qu'ils s'appellent entre eux. Au nom de la confraternité qui les soude, ils se renvoient des services à tour de rôle, pouvant ainsi contourner régulièrement la loi à leur profit. Je me suis rendu compte qu'une partie de mes propres avocats, censés me défendre, à savoir Michel Gouron, Sandy Rama-Andriera Rivello, son associé Arnaud Dubois, du cabinet R&D à Montpellier, le cabinet Charel à Montpellier, Patricia Pigeot et son associée Agnès Pompier, avocate à Béziers, étaient francs-maçons et avaient œuvré tous les 6 contre moi ces dernières années. J'en ai déjà fait condamner un, le cabinet Charel, de façon définitive, début 2007, devant le TGI de Nîmes. Il a été condamné à payer 18 500 € à l'égard d'une de mes sociétés pour la dédommager. On œuvrait également contre moi l'expert judiciaire Jacques Valette, de la Compagnie des experts du Midi à Vitrolles, l'ancien juge du tribunal de commerce Marty, qui était associé à l'époque des faits à la société Taillefer et Marty sur Montpellier, l'avocat Pierre-Marie Grappin, de hauts magistrats, des membres de la préfecture, qui ont tenté de classer des procédures que j'avais engagées contre leurs frères. Je parlerai également de Mathieu Perrault, directeur régional du RSI, membre du Cercle Mozart à Montpellier, ainsi que des dirigeants du groupe Vinci Construction France, Valérie Parlier, directrice du droit des sociétés à Nanterre, Jean-Pierre Lyon, directeur juridique à Montpellier, leur directeur, Frédéric Ferrari, également membre du Cercle Mozart à Montpellier, et de leur avocat Arnaud Laurent, associé au cabinet Scheur, Vernet et associé à Montpellier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technique favorite des francs-maçons, utilisée depuis des siècles,
et de chasser en bande organisée, afin de mieux assécher financièrement leurs cibles, en lui prenant des honoraires d'avocats injustifiés et en les poussant financièrement au bord du gouffre méthodiquement, afin de reprendre à vil prix les actifs que leurs proies possèdent, que ce soit de l'argent, des appartements, des entreprises. Assécher financièrement ses proies permet aux francs-maçons corrompus de faire également cesser les revendications dérangeantes comme cette vidéo. Beaucoup d'entre vous en ont déjà souffert personnellement. Comme jureur du flou artistique, on va appeler un chat un chat. Un franc-maçon ne sera pas un frère bienveillant et aidant, mais une hyène puante cherchant à se repaître du cadavre encore fumant de proies tombées dans les filets de ses frères et sœurs, avec lesquels il chasse dans l'ombre en bande organisée. Cette vente du fonds de commerce par Trébuchon à ma société comportait la reprise de tous les salariés. Cela dégageait Roger Trébuchon de tout risque social sur le personnel de cette société qui s'élevait à l'époque à plus de 350 000 €, vu l'ancienneté de près de 30 ans de certains salariés. Cette société s'appelait la SARL Trébuchon Méditerranée. Elle perdait 1,5 million d'euros et allait perdre un procès important l'opposant à l'entreprise Jean-Jean, dont Roger Trébuchon avait racheté une partie en 1992. Jean-Jean était une entreprise de travaux publics située à Vendargues, à côté de Montpellier, et qui, après avoir été rachetée en partie par Roger Trébuchon, lui a loué du matériel de travaux publics. Ce type de litige sur la location de matériel après une vente ou un rachat d'entreprise est une des spécialités de Roger Trébuchon. Elle oppose d'ailleurs encore aujourd'hui, devant le tribunal de commerce de Montpellier, sa société, TMS, Trébuchon Matériel et Services, et ma société, Fougas TP, que j'ai depuis revendue à Vinci. Revenons un moment sur Roger Trébuchon, franc-maçon corrupteur, avec de gros moyens financiers, ce qui favorisa son ascension dans la franc-maçonnerie corrompue. Il prétendit devant un juge d'instruction, lors d'une de ses auditions nous opposant, ne pas être un escroc et n'avoir jamais été condamné. Les affaires nous opposant concernent tout de même, sans violer le secret de l'instruction, un détournement de fonds de sa part, en bande organisée, sa falsification de ma signature, une saisie conservatoire mensongère de 300 000 € sur le compte de ma société Fougas TP. En disant qu'il n'avait jamais été condamné et que ce n'est pas un escroc, Roger Trébuchon a montré qu'il avait toujours eu le sens de l'humour, y compris devant ses juges. Pour mieux apprécier son humour, je vous précise ici qu'il aurait dû rajouter, pour être totalement honnête, qu'il n'avait jamais été condamné depuis qu'il était devenu un franc-maçon corrupteur important à partir de 2001. En effet, sur les 10 années précédentes, de 1990 à 2001, il fut condamné à 5 reprises en correctionnel. C'est pas moi qui le dis, c'est son casier judiciaire. Il fut condamné une première fois le 8 novembre 1990. Il fut condamné une deuxième fois le 15 novembre 1990. Puis le 24 mars 1994, encore le 4 décembre 1997 et pour finir le 22 mars 2001. Il avait un vrai abonnement au tribunal correctionnel avant d'être franc-maçon. Pas pour des excès de vitesse, pas pour de mauvais stationnements, pas pour les nombreux procès prud'homaux qu'il généra. Non. Lui, il a été condamné pour des actes allant de la pollution de cours d'eau avec rejet de substances nuisibles aux poissons ou à sa valeur alimentaire. Il a été condamné à des manquements caractérisés à la sécurité dans ses entreprises et sur ses différents chantiers de bâtiments et travaux publics. Il a été condamné à des manquements à la sécurité et à la salubrité publique dans ses mines et ses carrières. Il a été condamné à l'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle un tachygraphe. C'est un appareil qui permet de contrôler les pauses obligatoires et les vitesses des chauffeurs. Il a été également condamné, pour finir, à l'exécution de terrassements à ciel ouvert sans respecter les règles de sécurité vis-à-vis de son propre personnel. C'est pour vous décrire un peu le bonhomme. Ces multiples condamnations en correctionnel faisant un mauvais effet sur son pédigré et ses affaires, il eut alors une idée. Pour pouvoir continuer ses malversations sans être condamné, la meilleure solution qu'il a trouvée a été de devenir un franc-maçon influent.
Avec sa fortune, cela se fit sans peine. La chair est faible chez les francs-maçons corrompus, qui ne demandent en fait que cela. L'argent étant leur dieu, Roger Trébuchon fut donc un de leurs prophètes sur la région à compter de 2001. Il fut loin d'arrêter ses malversations en devenant franc-maçon, au contraire. Il continua mais il ne fut plus condamné, juste à mon encontre, aidé en cela par son fils, Sébastien Trébuchon. Ils commirent tous deux ce qui ne doit être que la face visible de leur iceberg malveillant. Ils ont falsifié le contrat de travail de Sébastien Trébuchon au sein de ma société Fougas TP en 2008. Ils ont fait un faux en écriture et ils ont falsifié un document portant mon paraphe pour un faux contrat de prêt. Ils ont falsifié des pièces contractuelles concernant un faux relevé d'identité bancaire, non fourni dans un contrat de location entre sa société TMS et ma société Fougas TP. Ils ont fait usage de faux devant un tribunal et pour finir, ils ont réalisé une tentative d'escroquerie au jugement devant la cour d'appel de Montpellier. Elle n'est pas belle la vie d'un franc-maçon corrupteur à Montpellier? Pour finir sur son profil, en 1999, il fut l'homme qui faillit faire sauter tous les URSSAF de France. Je m'explique. Comme à son habitude, après avoir fraudé l'URSSAF sur 3 ans, pour plus de 2 millions de francs, c'était dans les années 90, donc c'était en francs, sur une de ces sociétés, et je dis bien, sur 3 ans de fraude, 2 millions de francs de fraude. À la fin des années 90, faites la conversion en euros, à ce jour, 20 ans après, et cela vous donnera l'humour du bonhomme et sa capacité à frauder. Je vous passerai les détails de la faute de l'URSSAF, qui n'avait pas renouvelé ses statuts après-guerre, et qui ne pouvait de ce fait encaisser aucun centime d'aucune entreprise. Ce qui permit à Roger Trébuchon de gagner en cassation, de ne pas payer ce redressement de 2 millions de francs, grâce à son avocat franc-maçon, Hervé Georges Bascou, également membre du fameux cercle Mozart à Montpellier, et il s'en sortit comme ça. Je vais maintenant parler de la traditionnelle bande organisée des francs-maçons corrompus qui chassent en meute. Elle débute dans mon dossier avec Roger Trébuchon et son fils Sébastien Trébuchon, avec comme premier contributeur très actif leur avocat Pierre-Marie Grappin. Et ce, dès le début du dossier, entre la société TMS et Fougas TP. Suite à la vente de son fonds de commerce à ma société, nous avions convenu, par contrat, que Fougas TP reprendrait également les locations de matériel existantes de la société Trébuchon Méditerranée, dont je venais de reprendre le fonds de commerce, et qui louait son matériel auprès de la société TMS. Ce fut fait par contrat. Tout se passa bien durant les 15 premiers mois. Puis, la situation se détériora en 2007, quand Roger Trébuchon, toujours avec le même humour, se mit à vendre à destination de l'Afrique et de l'Espagne le matériel qu'il louait par contrat à ma société, et ce bien sûr sans l'accord de ma société. Vous comprendrez aisément que la disparition de plusieurs matériels vendus perturba très fortement le contrat de location entre les deux sociétés. Fougas TP ne pouvait plus réaliser ses chantiers sur Montpellier. Même sans être l'expert judiciaire Jacques Valette, franc-maçon corrompu par 42 000 € d'honoraires accordés et validés par le tribunal de commerce de Montpellier, tout le monde peut aisément comprendre qu'avec moins de matériel, on ne peut plus faire face. Pourtant, Jacques Valette, lui, l'expert judiciaire, payé pour le comprendre, n'y arriva pas en 7 ans. Alzheimer le guettant, il fit, lors de son expertise judiciaire, une double numérotation volontaire des différentes pièces de la procédure, les mêmes pièces, à 4 ans d'intervalle, il les a toutes numérotées de 2 façons différentes. Ça lui a permis de se vautrer lamentablement sur ce point lors du dépôt de son rapport définitif d'expertise judiciaire, dans lequel il a violé au passage, entre autres, le principe du contradictoire, en refusant le débat aux parties, afin de semer le trouble en faveur de son frère Roger Trébuchon. Tous ces déboires me sont arrivés car Sébastien Trébuchon, n'ayant jamais aimé les travaux publics, dit à son père en avril 2008 qu'il ne voulait plus travailler dans ce milieu-là. Aussitôt, les falsifications de documents commencèrent de leur part. Sébastien Trébuchon était le seul représentant local de TMS. S'il partait,
TMS sur Montpellier ne pouvait plus remplir ses obligations contractuelles auprès de Fougas TP. Il leur fallait donc trouver un stratagème pour pallier à cela. Les Trébuchon père et fils, aidés par leur avocat Pierre-Marie Grappin, franc-maçon corrompu, imaginèrent alors un stratagème malveillant pour arrêter, au seul tort de Fougas TP, le contrat les liant. Mais pour cela, il fallait aller mentir à plusieurs juges, qu'à cela ne tienne. Forts qu'ils étaient de leur statut de franc-maçon, ils pouvaient compter sur tous leurs frères et sœurs dans le système judiciaire montpelliérain. Ils ne s'en privèrent pas, et comme ils disent entre eux, en reprenant et détournant le slogan des tribunes de foot, ici c'est Montpellier. Ça veut dire que ici à Montpellier, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Donc Sébastien Trébuchon commença par falsifier son contrat de travail dans Fougas TP. Il en était pourtant le directeur financier. Sa malversation fut évidemment découverte et il fut mis devant ses responsabilités par un rapport d'expertise graphologique d'une experte agréée auprès des tribunaux qui démontra imparablement ses falsifications de signature. Comme à son habitude, sa réaction fut « courage fuyons ». Il quitta immédiatement l'entreprise pour ne plus y revenir. Il venait de perdre la face devant tout le personnel de l'entreprise dont il avait été le représentant maladroit pour le compte de son père les années précédentes. Il s'enfuit donc lâchement, en prétextant un arrêt de travail pour raison médicale. Ça fait partie de son caractère. Il a du mal à assumer ses actes. Pour Sébastien Trébuchon, pendant un moment, je pensais que son arrêt maladie ne s'éterniserait pas, qu'il allait revenir. Donc, le premier mois, je n'ai pas envoyé le règlement d'échec. C'est quand j'ai compris qu'il ne reviendrait jamais dans l'entreprise, au bout de 3 semaines, que j'ai commencé à faire repartir des recommandés avec accusé de réception. Pourquoi? Tant qu'il était là, chaque mois, avant son départ, je lui remettais en main propre le chèque mensuel de la location de matériel entre TMS et Fougas TP. Ce chèque, il le remplissait de sa main et me le faisait signer. Il était mon directeur financier. Il le récupérait et il allait le porter à la banque à l'encaissement. Son père avait refusé lors de la signature du contrat de me fournir un relevé d'identité bancaire pour que je fasse des règlements par virement bancaire. Il avait peut-être déjà une idée derrière la tête. Comme je vous le disais, pensant que l'absence de Sébastien Trébuchon serait de courte durée, j'attendis quelques semaines son retour. Puis ayant appris qu'il revenait de temps en temps en parfaite santé, mais furtivement dans l'entreprise entre midi et 2, afin de ne pas me croiser et éviter quiconque aurait pu lui remettre les chèques en paiement des locations de matériel, je compris qu'il ne reviendrait plus officiellement y travailler. Et à partir de là, pendant 3 mois, j'ai envoyé 8 courriers recommandés avec accusés de réception différents. Dans ces 8 courriers, il y a eu 4 chèques en paiement des locations mensuelles de matériel, et ce pour plus de 132 000 €. Il y eut également 4 réponses très détaillées répondant à leur mise en demeure fantaisiste de régler les soi-disant locations impayées par Fougas TP, qui dormait à ce moment-là dans la propre boîte aux lettres de TMS, qui refusait volontairement de retirer ses courriers, et qui me revinrent. Ce fut ma chance. Je les fis ouvrir par un huissier, qui en fit un constat de 36 pages avec photos. Photos des chèques pour 132 000 €, photos des contestations de la mise en demeure mensongère qu'il m'avait adressée. Comprenez bien leur stratagème. TMS ne retirait pas les 4 chèques lui réglant les 4 mois de location de matériel, et simultanément, son avocat, Pierre-Marie Grappin, un bon avocat franc-maçon corrompu, allait mentir à un juge du tribunal de commerce pour obtenir une saisie conservatoire mensongère de 300 000 € sur le compte bancaire de Fougas TP. C'est le début de leur bande organisée qui va ensuite très vite grossir. Pierre-Marie Grappin, franc-maçon, solidaire de ses clients francs-maçons, leur indiqua également qu'il s'occuperait ensuite sans problème des juges afin que ces derniers regardent de façon bienveillante ce superbe mensonge, cette superbe arnaque franc-maçon qu'ils venaient tous trois de créer de toutes pièces. Le suivant à rejoindre la bande organisée fut le juge du tribunal de commerce de Montpellier,
qui, sous la pression de Pierre-Marie Grappin, évidemment sans consulter Fougas TP, accorda injustement à TMS une saisie conservatoire abusive de 300 000 euros, ce qui lui permit de faire bloquer les comptes de Fougas TP à la Société Générale pour plus de 300 000 euros le 11 septembre 2008. Imaginez vous voir bloquer votre compte bancaire le jour du règlement mensuel de tous les fournisseurs. Je payais alors le 10 du mois. Le 11 était la pire date pour moi. Tous les chèques et virements étaient déjà partis dans la nature pour près de 200 000 euros. J'ai réussi à surmonter cela. À partir de là, chose que ni Pierre-Marie Grappin ni Roger Trébuchon n'avaient envisagé, leur plan capota, car je n'étais pas financièrement asséché comme ils l'avaient espéré. Je pus donc continuer à me battre et à réagir. Je devins alors le petit grain de sable qui vous parle encore, 8 ans après leur malversation. Notre procès n'est pas fini, ils font tout pour le bloquer. Mais j'existe encore et je me bats pour le faire arriver à bon port. Eux, en bons francs-maçons corrompus, ils pensaient pourtant avoir appliqué la bonne vieille méthode habituelle. Avec cette saisie conservatoire abusive, ils avaient pensé m'assécher financièrement. Mal leur en prit, funeste erreur. Comme l'écrivit Sun Tzu il y a 2000 ans, dans son recueil L'Art de la guerre, il explique que sous-estimer son adversaire est la pire des fautes à commettre, car elle peut être fatale. Dans l'astrologie chinoise, mon signe est le tigre. C'est un animal fascinant par bien des aspects. Je leur laisse méditer le proverbe que j'ai légèrement modifié pour coller à notre situation. Je m'inspire d'une pensée d'Hubert van den Toren. Les braconniers francs-maçons corrompus qui tirent et ratent le tigre deviennent à leur tour sa proie. Le chasseur a changé de camp. C'est ici qu'entre en jeu mon premier avocat, Michel Gouron, franc-maçon corrompu et affairiste, qui, je l'apprendrai récemment, avait déjà à l'époque plusieurs casseroles attachées à ses pieds sur des affaires immobilières peu glorieuses concernant ses bureaux et ses appartements dans Montpellier. Affaires dans lesquelles il avait été inquiété en tant qu'avocat, mais dans lesquelles, en tant que franc-maçon corrompu, il avait bien entendu pu bénéficier du soutien de toute la bande organisée montpelliéraine. Et de ce fait, il n'avait pas été sanctionné en tant qu'avocat. Elle n'est pas belle la vie des avocats francs-maçons corrompus à Montpellier? C'est ce même Michel Gouron, dont je déconseille fortement à quiconque qui n'est pas franc-maçon de le prendre comme avocat, sauf à vouloir servir de monnaie d'échange entre frères et sœurs et vouloir jouer à la roulette russe avec le devenir de vos dossiers. Je parle par expérience. En effet, en 2008, suite à la saisie conservatoire mensongère contre ma société, il oublia, fort opportunément, pour ses frères et sœurs francs-maçons, Roger Trébuchon, Sébastien Trébuchon, Pierre-Marie Grappin, de m'informer que la loi me permettait, dans le mois qui suivait cette saisie mensongère, de la faire tomber. Il aurait suffi pour cela que j'aille devant le GEX, le juge de l'exécution. J'aurais pu le faire sans problème, grâce aux 4 chèques revenus dans les 8 recommandés avec accusé de réception, non retirés par TMS, et dont l'huissier avait fait un constat sur 36 pages. J'aurais pu faire annuler toute la saisie conservatoire et de ce fait vendre, un an plus tard, mon entreprise au double du prix payé par Vinci Construction France en 2009. Mais Gérard Maurice, dirigeant régional de Vinci Construction France sur Montpellier, était lui le franc-maçon le plus influent de toute la région. Il dirigeait la loge la plus importante, celle du BTP, celle qui gérait le plus d'argent. Heureusement pour moi, plusieurs concours de circonstances se succédant, Pierre-Marie Grappin dut reculer et lâcha prise à l'été 2009. Il se dessaisit du dossier. Le courage ne caractérise pas individuellement ces gens-là. Vinci Construction France me racheta Fougas TP le 26 octobre 2009. Le livre que je suis en train de préparer vous donnera tous les détails un peu rocambolesques de cette période où, comme dans le film Le Dîner de cons, à l'arrivée, le con de cette histoire ne fut pas celui que l'on croit. Pour en revenir à mon avocat Michel Gouron, s'il avait été un avocat honnête et loyal envers moi, j'aurais pu vendre ma société en 2009 au double du prix payé par Vinci Construction France. Cela représente plusieurs centaines de milliers d'euros.
Cette saisie conservatoire de 300 000 euros, toujours existante dans la vente avec le procès en cours, plomba de 50% le prix de la vente. C'est normal, on ne sait pas ce que ça va donner. De plus, je me serais épargné depuis 2008 des dizaines de milliers d'euros d'avocats véreux. Je dis bien d'avocats véreux. J'aurais pu parfaitement vivre ma vie de quasi-retraité tranquillement. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis dans les procès. Mais je suis têtu et rancunier. Quand on cherche à me nuire intentionnellement comme ici, j'applique l'adage qui dit « Une dette de sang ne sèche jamais ». L'argent, c'est mon sang. Quelqu'un paiera obligatoirement cette addition. J'ai donc commis l'erreur de faire confiance au franc-maçon corrompu Michel Gouron. Mais, l'ayant appris récemment, la prescription quinquennale contre un avocat ne se termine qu'à l'échéance de sa relation avec le client. Je l'ai révoqué en juin 2014. Je devrais toujours être dans les délais pour retourner rapidement, lui tirer la manche, ainsi qu'à mes autres avocats francs-maçons corrompus qui eux ont commis d'autres fautes, comme j'en parlerai plus tard. Ces avocats sont Sandy Ramandria Rivello, Arnaud Dubois, le cabinet Charel, Patricia Pigeot, Agnès Pompier. Voilà comment mon avocat, Michel Gouron, non content de me prendre des honoraires en œuvrant contre moi, rendit en plus service aux 2 francs-maçons les plus influents de la place, Pierre-Marie Grappin, qui s'occupait du dossier à l'époque, et Gérard Maurice, en suivant le principe bien connu du 3e franc-maçon le plus influent, Michel Fromont, fondateur et président aujourd'hui du fameux Cercle Mozart à Montpellier, dont la célèbre maxime, tristement célèbre, « Un service, cela se renvoie », fit tant de tort ces 30 dernières années à tant de personnes étrangères à la franc-maçonnerie sur Montpellier. Réfléchissez bien avant de prendre un de ces avocats comme conseil. Ils ont tous, en tant que francs-maçons, des pratiques similaires. Pierre-Marie Grappin, je vais vous en donner un exemple. Premier avocat de TMS, se permit, lors de sa première plaidoirie en 2009 pour TMS contre Fugaz-TP, de corrompre ouvertement, devant toute la salle d'audience, en ma présence, le président du tribunal, devant statuer sur ce dossier. À l'époque, ce juge du tribunal de commerce s'appelait Marty. Il était l'associé dans l'entreprise Taillefer et Marty, qui vendait et entretenait des camions sur Montpellier, et dont Roger Trébuchon était client. Marty aurait dû se retirer de ce dossier, mais la déontologie n'étouffe pas ces gens-là. Il resta juge sur ce dossier et rejoint immédiatement la bande organisée corrompue pour mieux vivre. Ce jour-là, début 2009, lors de l'audience devant Marty, Pierre-Marie Grappin m'appela durant toute l'audience Fougerousse, toute la plaidoirie. Il aimait se moquer des petites gens, c'était son style, tant mieux. J'aime bien à présent lui rendre l'appareil. Pierre-Marie Grappin, ulcéré de ne pas avoir d'arguments valables pour défendre son client TMS, et ne supportant plus mon regard inquisiteur sur sa personne durant toute sa plaidoirie, perdit les pédales. Je garde de lui, à cet instant, gravé à tout jamais dans ma mémoire, une image très porcine. Il était rouge de colère, à 2 doigts de l'arrêt cardiaque, et il érupta, faute d'arguments, en pleine audience, au président. « Monsieur le Président, j'en appelle devant vous au grand architecte en chef dans ce dossier afin qu'il me prête vie ainsi qu'à mon client. » Rendez-vous compte, Pierre-Marie Grappin, un des ténors du barreau, en plein tribunal de commerce de Montpellier, pétait un câble contre le petit grain de sable que j'étais devenu. Il venait devant des dizaines de profanes présents dans la salle, avocats et entreprises, dire au président Marty, « Monsieur le Président, au nom de ce qu'il y a de plus grand pour nous les francs-maçons, je vous rappelle notre serment qui nous lie. Vous êtes franc-maçon, je suis franc-maçon, mon client Trébuchon est franc-maçon, alors baisons joyeusement ensemble ce profane de Fougerousse, Fugaz-TP. Vous parlez d'un argument juridique recevable, la bonne blague, mais ici c'est le tribunal de commerce de Montpellier, et la franc-maçonnerie y règne en maître absolu depuis des décennies. Les francs-maçons influents comme Pierre-Marie Grappin n'ont même pas à faire semblant. Ils font très exactement ce qu'ils veulent, sans s'embarrasser ni du juge, ni des autres avocats, qui ne sont pas tous francs-maçons, ni des pecnos, comme moi, dans la salle, qui assistent à leur procès
pour essayer de comprendre comment autant d'erreurs judiciaires peuvent être commises. Or, ce ne sont pas des erreurs judiciaires qui sont commises. Ce sont bel et bien des malversations assumées, volontaires, par des francs-maçons corrompus qui agissent en bande organisée. Le président Marty, les deux doigts sur la couture du pantalon, s'exécuta en bon petit soldat franc-maçon corrompu qu'il était. Le même Marty, qui soit dit en passant, sera quelque temps après exfiltré du tribunal de commerce de Montpellier pour avoir mal jugé un dossier sur le club de rugby local. Cela déplut à d'autres personnes plus influentes qui le firent savoir. Il avait favorisé à nouveau des clients qui lui achetaient des camions. C'est dommage, c'était une habitude. On est toujours le con de quelqu'un. Malheureusement pour moi, Marty rendit le 29 avril 2009 un jugement maçonnique exemplaire dans lequel, outre ses erreurs de plume habituelles, aidé en cela par mon avocat franc-maçon Michel Gouron, qui lui fournit, par inadvertance, dans nos propres conclusions déposées au greffe, des courriers confidentiels entre un client, moi, et son avocat, lui, Michel Gouron. Ce qui permit au juge Marty de sortir très facilement une phrase de son contexte de ses courriers en faveur de TMS pour essayer de justifier bêtement son jugement. Marty en profita pour écarter ma pièce principale, le constat d'huissier en bonne et due forme de 36 pages, avec les photos des 132 000 € de chèques, les contestations dans les délais à 4 reprises de la mise en demeure, qui auraient dû faire tomber l'affaire immédiatement. Tout cela prouvait que les accusations de TMS pour non-paiement par Fougas TP des locations de matériel n'existaient pas. Ce constat d'huissier prouvait indiscutablement que tous les chèques réclamés à corps et à cri par TMS pour 132 000 € afin de justifier sa saisie conservatoire abusive dormait en fait dans sa propre boîte aux lettres et que TMS refusait lui-même de les y retirer pour permettre à son avocat d'aller dans le même temps mentir à un juge du tribunal de commerce. Pourquoi tout cela? TMS ne pouvait plus, avec la vente d'une partie de son matériel par Roger Trébuchon en Afrique et en Espagne depuis 2007, ainsi qu'avec le départ de Sébastien Trébuchon en 2008, TMS ne pouvait plus honorer le contrat de location avec Fougas TP. Donc, que faire? Ils ont intentionnellement menti à un juge pour pratiquer cette saisie, car il n'y avait jamais eu arrêt des paiements. Il y avait eu arrêt des encaissements volontaires par TMS, afin de mentir au juge et tenter d'assécher Fougas TP, pour ensuite essayer de la brader à un vil prix à un franc-maçon, directeur régional de Vinci Construction France. Ma chance, à cette époque, ça a été de rencontrer un très gros grain de sable, rue Chaptal à Montpellier, en avril 2009. Ce dernier m'aida, bon gré mal gré, et à l'arrivée, le 26 octobre 2009, jour de la vente de Fougas TP à Vinci Construction France, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cons ne furent pas seulement ceux prévus au début de l'histoire. Malheureusement, Marty, dans son jugement, avait nommé un expert judiciaire franc-maçon, Jacques Valette. Jacques Valette, la société Compagnie des Experts du Midi, à Vitrolles, rejoignit aussitôt lui aussi la bande organisée. Pour le récompenser de cela, ses frères et sœurs, francs-maçons corrompus du tribunal de commerce de Montpellier, lui octroyèrent généreusement 42 000 € d'honoraires pour dormir pendant 7 ans dans ce dossier jusqu'en 2016. Ces 42 000 € d'honoraires injustifiés au vu du travail fourni furent rendus possibles par mon propre avocat, Michel Gouron, qui me jura durant des semaines, la main sur le cœur, que cela n'arriverait pas. TMS et Valette avaient demandé, mais il me dit non, ça n'arrivera pas. On n'a pas besoin de déposer des conclusions pour contrer cela, alors que je lui demandais d'argumenter pour pas que cela arrive. En fait, Michel Gouron avait de très grosses dettes à rembourser, et ses frères et sœurs francs-maçons corrompus, suite à ses problèmes immobiliers personnels, estimèrent sûrement que c'était moi qui allais financer ses dettes, de par mon dossier.
Il va devoir maintenant, lui, Michel Gouron, en répondre, parce que je vais aller lui tirer la manche. Depuis le début, en 2008, Roger Trébuchon et sa société TMS sont très mal dans ce dossier. Ils ont menti au juge pour la saisie, et Fung, leur nouvel avocat depuis que Grappin s'est désisté, est bien embarrassé. Aussi, ont-ils volontairement tenté d'enterrer définitivement ce dossier. L'expert judiciaire Jacques Valette les y a aidés durant 7 ans. Pour 42 000 €, ils pouvaient bien dormir pendant tout ce temps. Mais le petit grain de sable que je suis, ne se satisfaisant pas d'un expert judiciaire qui ressemblait plus à une belle au bord dormant endormie qu'autre chose, rua dans les brancards, vira 3 de ses avocats francs-maçons corrompus en 8 ans, écrivit au juge en charge du contrôle des expertises à plusieurs reprises, et se bat encore aujourd'hui pour faire dépayser ce dossier en dehors de la juridiction de la Cour d'appel de Montpellier. Bien évidemment, tous ces francs-maçons corrompus font des pieds et des mains pour que ce dossier reste devant le tribunal de commerce de Montpellier. L'enjeu de ce dossier, c'est 1,8 million. 1,8 million d'euros. Et ce, uniquement à cause d'avocats francs-maçons corrompus qui ont dévoyé volontairement ce dossier au seul profit de leurs frères. Comprenez que vu ce montant, j'aille tirer la manche à mes différents avocats véreux. Je redis, mes différents avocats véreux. Si vous n'êtes pas franc-maçon, je vous le répète, et que vous prenez sans le savoir un avocat franc-maçon, si vous avez en face de vous un de leurs frères et sœurs, alors, au mépris de leur déontologie d'avocat, vous servirez de monnaie d'échange entre eux, et vous ne le saurez même pas, de la même façon que je l'ai été à plusieurs reprises durant 8 ans. Votre conseil rendra service à ses frères et sœurs contre vos intérêts. Il réglera des dettes, ou en réglant des problèmes pour ses confrères, il aura un retour d'ascenseur. Les avocats qui m'ont fait ça sur Montpellier, je le répète, sont Sandy Ramandri Arrivello, Arnaud Dubois, le cabinet Charel, sur Béziers, Patricia Pigeot et Agnès Pompier. Ils vous factureront simultanément de copieux honoraires injustifiés, en vous faisant croire en permanence que vous leur devez une confiance aveugle. C'est ce qu'a fait entre autres contre moi Sandy Ramandri Arrivello, en remettant volontairement en retard des conclusions, nos conclusions, dans un procès, devant une cour d'appel. Ce qui provoqua la radiation du procès engagé par une de mes sociétés contre Nexity, devant la cour d'appel de Montpellier. C'est là l'œuvre personnelle de Sandy Ramandri Arrivello et de son avoué de l'époque, Touzerie. À l'époque, il fallait un avoué pour aller devant la cour d'appel. Depuis quelques années, c'est plus nécessaire. Le même Sandy Ramandri Arrivello, membre du fameux Cercle Mozart à Montpellier, qui avait déjà fait capoter un autre procès d'une de mes sociétés contre Nexity, en se trompant malencontreusement de nom, concernant notre adversaire dans nos propres conclusions. Il avait malencontreusement confondu 2 sociétés appartenant à Nexity. Évidemment, les conclusions attaquant la mauvaise société, tout était caduque. Le pauvre. Il faut le comprendre, il n'avait pas que cela à faire. Il était alors parti en congé et il avait laissé à sa secrétaire la rédaction et le dépôt de nos conclusions. C'est lui qui nous l'a dit. Je ne l'ai pas inventé. Sa secrétaire m'a même dit qu'il lui avait sucré des primes pour ça. Alors effectivement, comprenez bien que côtoyer régulièrement le président régional de Nexity, M. Philippe Ribouet, franc-maçon, aussi bien en loge qu'au sein du toujours fameux Cercle Mozart, cela perturbe Sandy Ramandri Arrivello, qui peut difficilement, efficacement défendre ses clients contre Nexity. Il a du mal à faire la part des choses. Actuellement, son cabinet est censé gérer depuis des années une procédure contre Nexity, une autre, dans une résidence étudiante à Montpellier, où je suis président du conseil syndical. Et cette procédure incomplète à ce jour, malgré des écrits formels, traîne encore lamentablement en longueur depuis des années. On se demande bien pourquoi. Peut-être que cette vidéo va stimuler son associé qui est censé s'en occuper, Arnaud Dubois. Mais bon, il faut les comprendre. Ils ne peuvent pas être en loge, voire au Cercle Mozart, et dans leur dossier. Il faut faire des choix. Ils les ont fait. Moi, j'ai payé pour le comprendre. Entre autres devant la cour d'appel de Montpellier, où Arnaud Dubois, son associé, sur un dossier contre Nexity, malgré les 3 demandes à 3 reprises du président, sur un point précis en début
d'audience a bêtement, maladroitement, par inadvertance, refusé de contester le bail initial. On était au procès pour un bail et il refuse de le contester. C'était tellement énorme que je ne l'ai pas compris immédiatement. J'avais un avenant à ce bail qui m'était inopposable juridiquement. Ils ne s'en sont pas servis. Le président de la cour d'appel lui a tendu à 3 reprises la perche à Arnaud Dubois. Il l'a refusé volontairement à 3 reprises. Vous voyez la bande organisée à ce niveau-là? Mes avocats main dans la main avec mon adversaire Nexity sur plusieurs dossiers. Mais qu'ils se rassurent, je vais aller aussi leur tirer la manche à tous les deux assez rapidement. Ils le savent, je suis un peu têtu. Ce même Sandy Rama-Andria Rivello, avocat franc-maçon corrompu, qui pour se protéger d'un dossier et pour protéger le cabinet Coste, Berger, Daudet, Vallée sur Montpellier, dans lequel son frère Thierry Berger est associé, et qui était empêtré dans un dossier me concernant à titre personnel contre un de leurs gros clients, la société Immobis, représentée par Lionel Gouveia, firent tout et n'importe quoi pour me faire arrêter la procédure qui m'opposait à eux. Sa démarche, indigne d'un avocat, caractérise très bien le serment des francs-maçons entre eux. Sandy Rama-Andria Rivello envoya même à sa place, sans m'en avoir informé, durant toutes les tractations téléphoniques du week-end, le lundi matin, sa collaboratrice, Fanny Dijen, le jour de la plaidoirie, sur laquelle, normalement, le cabinet de Thierry Berger devait signer en ma présence un document pour reprendre à leur charge tous mes frais d'avocat, afin que j'arrête cette procédure à leur demande. Ce que le cabinet de Thierry Berger refusa de faire sur l'audience. Sandy Rama-Andria Rivello le savait parfaitement, mais il me l'avait caché durant tout le week-end. Pourtant, on avait passé notre temps à s'appeler. Il osa envoyer sa collaboratrice, Fanny Dijen, pour bâcler la plaidoirie à un point tel que je dus me lever, aller personnellement à la barre, et après en avoir demandé la permission au juge, je finis moi-même ma plaidoirie. Elle n'est pas belle, la vie des avocats francs-maçons corrompus sur Montpellier? Vous imaginez un peu jusqu'où ces gens-là sont prêts à aller? Ce même Sandy Rama-Andria Rivello, qui envoya sa collaboratrice Fanny Dijen sur cette audience, ne voulait pas que je discute et finalise en direct mes dossiers avec elle. Il voulait obligatoirement surveiller et contrôler tous mes dossiers. Je n'avais pas compris au départ. Avec le recul, je comprends mieux. À l'époque, il m'avait donné comme mauvais argument à cela, et je vais le citer mot pour mot, pour que sa parole ne soit pas déformée. Monsieur Fougas, maître Dijen, sa collaboratrice, est psychologiquement fragile. Elle est très timide. Elle n'a pas la carrure pour gérer des clients tels que vous. Elle ne pourra pas supporter vos propos beaucoup trop directs pour elle. Vous êtes trop brut de décoffrage. Le beau misogyne que voilà. Ou plutôt le beau menteur que voilà. Car c'est bien pour cette raison que je l'ai révoqué, lui, Sandy Rama-Andria Rivello, fin 2014. J'ai des écrits à l'appui de tout ce que je dis ici. Et pour preuve supplémentaire de sa fourberie, Fanny Dijen, malgré ce qu'en pensait en mal et m'en disait en mal d'elle Sandy Rama-Andria Rivello, deviendra quelques semaines plus tard l'associé de ce même Rama-Andria Rivello et Arnaud Dubois au sein de leur cabinet. Une personne qui était censée être psychologiquement fragile est devenue l'associé de ces deux francs-maçons corrompus. Et vous voulez faire confiance à ce type d'avocat? Réfléchissez-y à 2 fois avant de le faire. Quand vous perdrez un procès, si vous prenez ce genre d'avocat, ou que vous ferez bloquer abusivement vos comptes, comme cela m'est arrivé à cause de certains de mes avocats, ils vous diront alors la bouche en cœur, comme l'a fait avec moi Patricia Pigeot, mon ex-avocate sur Béziers. Mais monsieur Fougas, comment voulez-vous que je sois dans la tête du juge? Comment voulez-vous que je sois dans la tête de la partie adverse? La pauvre. Elle n'eut aucune honte à me prendre pour un con avec ce type d'argument. Mais n'étant pas dupe, je lui ai répondu, « Maître, ne me la faites pas à l'envers. Je ne vous payais pas pour être dans la tête du juge ou dans la tête de la partie adverse. Je vous payais pour me dire ce que dit la loi concernant mes dossiers. Je vous payais pour m'expliquer les articles de loi concernant mon dossier en cours de procédure. Ce que vous avez toujours refusé de faire sous différentes formes, soit en oubliant de répondre à mes mails,
qui comportaient pourtant des questions précises, soit en oubliant des réponses, quand il y avait plusieurs questions, vous ne répondez qu'à celle qui vous arrangeait, soit en répondant de façon incomplète à des questions, et à chaque fois pour me dire « oui, mais vous comprenez, j'ai pas trop le temps, j'ai un emploi du temps qui est surchargé, j'ai des pannes informatiques, je suis en congé, j'ai un surcroît d'activité. » Et quand vous m'avez répondu en bonne et due forme à certaines questions, c'était de manière incomplète et faussée. Je ne vous payais pas pour œuvrer contre moi avec de mauvais arguments qui ne tiennent pas la route. J'ai gardé une copie de tous nos échanges mails. Tous nos échanges mails, comme avec tous vos confrères précédemment cités. Ça fait quelques classeurs, mais c'est nécessaire. De ce fait, Patricia Pigeot, j'attends toujours, à ce jour, le remboursement d'une partie de vos honoraires, tel que vous l'avez accepté verbalement lors de notre dernier entretien, le 11 juillet, dans votre bureau, et tel que vous me l'avez confirmé par écrit le 12 juillet dernier. Je n'attendrai pas indéfiniment ce montant équitable pour les deux parties que je vous ai laissé définir librement. Par contre, si à présent, comme le dit si bien Jean-Luc Mélenchon, votre pudeur de gazelle vous empêchez de définir ce montant équitable pour les deux parties, c'est devant la justice que nous le ferons définir, comme pour votre frère du cabinet Charel à Montpellier. On évitera votre sœur bâtonnière à Béziers, comme vous avez essayé de me le faire avaler dernièrement. Vous qui regardez et entendez cette vidéo, vous retrouverez ces mêmes fausses excuses chez tous les avocats francs-maçons corrompus, qui disent également « Mais monsieur Fougas, pourquoi vous rouspétez maintenant? Vous avez validé toutes les conclusions, donc vous les avez toutes acceptées. » Mais vous pourrez leur répondre comme moi « Mais maître, qui de nous deux est le professionnel du droit? Qui a fait 7 ans ou 9 ans d'études? Qui encaisse l'argent en facturant des honoraires à son client? Qui, en théorie, est payé pour bien le conseiller? Qui est payé pour ne pas œuvrer contre lui? Mettez-y des réponses. J'attends d'ailleurs, je le reprécise à plusieurs, le remboursement partiel de vos honoraires. Car le seul travail colossal qui fut fait par vos soins, colossal est le mot utilisé par Patricia Pigeot, c'est le travail que vous avez réalisé pour me baiser dans différentes procédures. Lorsque vous avez refusé, Patricia Pigeot, entre autres, durant des semaines, d'activer les mises en cause que je vous imposais à l'égard de vos confrères Fidal et du cabinet Raymond à Montpellier, pour les mettre dans la cause en tant que rédacteur de l'acte nul, générant les 1,8 million d'euros du problème de TMS. C'est eux les professionnels du droit, ce n'est pas moi. Et c'est avec ce type d'arguments mensongers, orientés pour me tromper. C'est la seule chose qui fut colossale avec vos honoraires chez vous. Relisez tous mes mails, ils sont accablants sur ce point, à votre rencontre et à l'encontre de vos confrères. Je les ressortirai si vous les avez oubliés. Voilà une partie des rapports que j'ai eus avec certains de mes avocats. Ils usent tous des mêmes stratagèmes. À l'arrivée, le seul résultat qui compte, c'est qu'ils rendent service à leurs frères et sœurs. Je vais arrêter ici les exemples de ce type. Mais je prépare un livre qui les relatera tous dans les détails. Ce livre racontera les 10 dernières années de procédure contre Vinci Construction France, la BNP, la préfecture, la mairie de Moguio, Nexity. Je vous en parle dans ma deuxième vidéo. Ainsi que ma période dans les travaux publics sur Montpellier. Le livre relatera les conditions rocambolesques du rachat du fonds de commerce à Roger Trébuchon en décembre 2005 et la vente de Fougas TP à Vinci Construction France en octobre 2009. Pour en finir avec les avocats véreux, il y a quand même une très bonne nouvelle. Cette très bonne nouvelle, c'est que la Cour de cassation vient d'autoriser, dans un arrêt retentissant, elle a autorisé les notations d'avocats à partir du 11 mai 2017. La référence de cet arrêt, c'est le numéro 16-13669 CNB-C/jury système. Vous avez bien entendu, les avocats depuis mai 2017 peuvent être notés. C'est la Cour de cassation qui vient de le valider. Cela va révolutionner les rapports frigides entre les avocats francs-maçons corrompus et leurs clients qu'ils traitent comme des vaches à lait. Comme l'écrivit Éric Blair,
plus connu sous le pseudonyme littéraire de George Orwell, dans son livre 1984, je le cite, « À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Vous qui m'écoutez, faites avec moi cette révolution. Notez vos avocats, en bien quand ils le sont, et ça arrive, en mal quand ils le sont, et ça arrive. Encore une fois, heureusement pour moi, sur la même période, j'ai eu des avocats honnêtes. J'ai rencontré des magistrats intègres qui ont très bien fait leur travail et m'ont sauvé professionnellement et même personnellement, vu les montants, durant toutes ces années. Ils méritent ici toute ma reconnaissance. Mais cette vidéo étant axée sur la corruption franc-maçonne chez leurs confrères, je ne les y citerai pas afin de ne pas créer d'ambiguïté. Dans la vidéo suivante, je vous parle des francs-maçons rencontrés à la préfecture, dans la magistrature, dans le groupe Vinci, au RSI et à la mairie de Moguio. A très bientôt.